Bonjour Christian Paul. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Christian, tu es ancien député socialiste de la Nièvre, mais surtout tu es cofondateur avec Guillaume Duval du Festival des idées qui avait lieu le week-end dernier. C'était la 2e édition, grand succès, près de 3000 participants aux couleurs politiques très variées, avec des socialistes, des communistes, des insoumis, des écologistes, des citoyens, des chercheurs, des artistes aussi, des syndicalistes. C'était très riche, un événement pour lequel Regard était partenaire. On va y revenir évidemment sur ce festival, mais d'abord, l'un des événements politiques de la semaine dernière, c'était aussi la publication du livre de Lionel Jospin, Un temps troublé aux éditions du Seuil. Il dresse un bilan critique du quinquennat, enfin en tout cas de ce qu'on connaît pour l'instant du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais aussi celui de François Hollande. Est-ce qu'il n'aurait pas oublié une étape, le retour critique de son bilan à lui? Tout était parfait sous Jospin? D'abord, c'est vrai que Lionel Jospin s'est invité au Festival des idées et je suis heureux qu'il y ait dans le débat public en ce moment des voix qui s'élèvent, des voix qu'on avait peu entendues ces dernières années et qui peuvent nous aider à y voir clair pour l'avenir. Mais pour voir clair pour l'avenir, il faut aussi exercer le droit d'inventaire. Historiquement, c'est une spécialité de Lionel Jospin, puisqu'il l'avait appliqué au septennat de François Mitterrand. Je ne suis pas de ceux qui ont considéré que le quinquennat Jospin, alors qui n'était pas celui d'un président mais d'un Premier ministre, avait opéré un sans faute. C'est probablement le dernier moment où la gauche au pouvoir a pu réaliser de grandes et belles choses, mais évidemment, nous avons dans ce moment sans doute laissé passer, je dis nous puisque j'ai participé à cette équipe, nous avons sans doute laissé passer la montée de la précarité. Nous avons certainement sous-estimé les effets déstabilisants, dévastateurs de la mondialisation économique ultralibérale qui a pris un nouvel élan. Elle ne datait pas de cette époque-là évidemment, mais elle a pris un nouvel élan à ce moment-là. Donc oui, il y a eu dans ce moment-là des secousses tectoniques qui ont été souvent sous-estimées dans cette période. Et pour ma part, je n'approuve pas, par exemple, l'inversion du calendrier électoral qui accentue le caractère présidentiel de nos institutions. Je défends plutôt le principe d'une république parlementaire qui permettent au Parlement, avec la séparation du pouvoir, avec l'initiative parlementaire, avec un droit de contrôle renforcé, de pouvoir rééquilibrer les institutions. Donc, avec Lionel Jospin, beaucoup de choses ont avancé. Il n'a pas cédé, d'ailleurs, à l'époque, à cette première étape de dérive social-libérale qui était menée par Blair, Schroeder, Clinton aux États-Unis. Avec les privatisations quand même qui sont aujourd'hui une des raisons pour lesquelles une partie de la gauche en veut à Lionel Jospin, c'est d'avoir été celui qui a le plus privatisé finalement. Alors il y a eu ces choix qui ont été faits, mais globalement, à ce moment-là, où beaucoup de gouvernements en Europe étaient à gauche, nous étions quand même prêts de considérer que le gouvernement Lionel Jospin était le plus à gauche de ces gouvernements européens, socialistes, sociodémocrates, sociolibéraux, pour d'autres. Et donc voilà, il faut faire ce travail, il faut jeter ce regard sur cette période. C'était il y a 20 ans. Ce qui aujourd'hui est intéressant, évidemment, c'est de savoir si Lionel Jospin nous aide à regarder après, y compris d'abord en portant le fer clairement contre Emmanuel Macron, sans fleuret moucheté, et en ayant également une vision radicalement lucide du quinquennat du quinquennat, bien sûr, de François Hollande. Et la phrase clé qu'il a portée dans cet examen très lucide de la période Hollande, c'est quand il dit « L'infléchissement libéral a dilué l'identité politique de la gauche ». C'est très exactement ce qui, à partir de 2014 et des défaites électorales aux élections municipales, a poussé une part substantielle, une centaine à l'époque, de parlementaires de la majorité, de s'adresser à François Hollande, en disant il faut réorienter la politique qui est menée. Voilà. Et Lionel Jospin ne dit rien d'autre, et c'est déjà considérable. Si je me suis permis de commencer par Lionel Jospin, c'est parce que aussi Lionel Jospin, c'est l'image de ce qu'on a appelé la gauche plurielle. C'est aussi ça l'objectif du Festival des idées, refaire la gauche plurielle?
Le Festival des idées, il faut le dire avec beaucoup de clarté pour ceux qui nous entendent, c'est d'abord une université citoyenne. Les partis sont invités, mais pas invitants. Et donc, nous n'avons pas vocation à régler tous les problèmes des gauches, des écologistes, dans la construction d'une coalition politique. Nous pouvons y aider, je l'espère, si nous aidons à ce que la coalition des idées prépare la coalition des forces politiques. La gauche plurielle de Lionel Jospin, ou l'union de la gauche de François Mitterrand, ce sont des concepts politiques qui sont très situés dans l'histoire. Ils étaient, ces concepts construits, ces stratégies, construits autour du Parti socialiste, avec des alliances, avec d'autres, avec le Parti communiste, les écologistes, les radicaux de gauche. Et Lionel Jospin, de ce point de vue, avait réussi cette alchimie après la présidentielle de 1995. Ce qui aujourd'hui est d'une actualité absolue est d'une toute autre nature. C'est la construction d'une coalition, c'est une maison commune qui permette de préparer de façon crédible, efficace, de la façon la plus rassemblée possible l'élection présidentielle. Simplement, je ne crois pas que, et de ce point de vue, j'en donne acte aussi bien à François Hollande ou à Jean-Luc Mélenchon qui l'ont dit ces dernières semaines, l'unité n'est pas un projet. Il faut toujours se poser la question, l'unité, pourquoi faire? C'est ça qui peut cimenter. Non pas que toutes celles et ceux qui étaient à la Charité-sur-Loire ou qui s'expriment en général dans le débat public à gauche aient le même point de vue sur tout, ça serait trop simple, mais il y a suffisamment de commun, en effet, pour que on puisse clairement indiquer à quoi peut servir l'unité. Et c'est ça qui est le ressort, au fond, de ce que nous avons en perspective. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, la gauche plurielle, c'était le Parti socialiste qui donnait le ton. Aujourd'hui, ça n'est plus le Parti socialiste. Qui c'est qui donne le là aujourd'hui à gauche? C'est les écologistes forts de leur succès au municipal ou Mélenchon fort de ses 20% à la présidentielle? J'ai eu le privilège, je crois que c'en est un au fond, en mobilisant 2 fins de semaine, 2 week-ends, de participer, d'aller assister aux 3 universités d'été des partis qui ont été cités, que tu as cités, à la fois à Pontin, à Valence et à Blois. Il y a une part de vérité dans chacun de ces moments. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a des militantes et des militants très engagés qui sont prêts pour les combats futurs. Il y a une nouvelle génération qui arrive, dans les 3, à des degrés divers. Mais chaque fois que j'entends les leaders de tel ou tel de ces partis, ou les militants, parler de centralité, d'hégémonie, je constate qu'aucun des 3, pas davantage le Parti communiste ou les radicaux, aucun de ces partis n'a aujourd'hui vocation à une centralité, à une hégémonie. Donc, aussi longtemps que ce sera une compétition pour l'hégémonie ou la centralité, eh bien, il y aura une impuissance collective et des blocages qui sont, au fond, assez dérisoires. Et donc, on peut se trouver, c'est vrai, s'il n'y a pas, en cette rentrée, vraiment une énergie puissante mise au service de ces démarches de rassemblement, on peut se trouver dans une sorte de blocage historique qui peut durer longtemps, qui ramènera au pouvoir la droite peut-être, qui permettra peut-être à l'extrême droite de faire carton plein en 2022, ou à Emmanuel Macron de continuer son patient travail de président néolibéral. Voilà, donc là, il y a vraiment une nécessité absolue, c'était l'un des messages du festival, pas d'ailleurs des organisateurs seulement, mais beaucoup des citoyens qui étaient là. Ils n'étaient pas tous d'ailleurs engagés dans des partis, loin de là. La majorité des participants n'appartiennent aujourd'hui à aucun parti. Et nous avons également interrogé des citoyens qui sont très loin de la politique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et je voudrais qu'on le médite. Ils ont dit, on a voté pour la gauche toute notre vie. Une dame nivernaise de 58 ans, les mots résonnent. J'ai voté pour la gauche toute ma vie. Depuis 2 élections, je ne vote plus. Une autre qui dit, moi, j'ai voté à gauche, mais c'est fini, et ne me demandez pas, aux prochaines élections nationales, de venir faire barrage au Front National. Elle ne dit pas, il faut essayer le Front National, ce qu'on entend parfois parce qu'on a tout essayé. Elle ne dit pas ça. Elle ne dit, nous ne serons pas à ce rendez-vous.
Pourquoi nous ne serons pas au rendez-vous, ont-ils dit, ces citoyens interrogés là, dans la préparation du festival, parce que nous ne sommes pas écoutés. Nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas entendus. On nous demande d'arriver en renfort dans les élections au dernier moment, mais rien ne change et nous ne sommes pas au cœur de vos préoccupations, vous, dirigeants politiques. L'une des propositions que tu formules, qui était un de tes mots de conclusion hier au Festival des idées, c'est que tu dis qu'il faut sortir des partis politiques. Ça veut dire quoi concrètement? On a quand même le sentiment que tout le monde dit un peu la même chose. Jean-Luc Mélenchon dit il faut créer la fédération populaire, les écologistes disent il faut créer la maison commune. On a le sentiment que vous êtes tous d'accord sur la stratégie ou sur le constat, mais qu'au final, rien ne se passe. Je pense qu'il faut enrichir la stratégie. Je crois que le huis clos des partis politiques est mortifère. Je le pense depuis longtemps, mais c'est encore plus vrai, puisque les partis politiques, tels qu'ils sont organisés, ne sont pas en capacité d'écouter les citoyens et de les entendre. Non pas que les élus ne rencontrent pas les citoyens, je ne crois pas aux politiques déconnectés, ils sont dans leur circonscription chaque semaine, ils vont sur les marchés et ailleurs, et dans les associations. Mais le travail d'écoute sérieux qui doit être le préalable à tout programme politique, il n'est pas fait. Donc c'est la première chose. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, les partis sont profondément dévitalisés par rapport à ce qu'ils ont été dans leur histoire. Ça vaut pour le Parti socialiste en tout cas, celui que je connais de l'intérieur. Les écologistes sont une force montante, mais encore, ils l'avouent eux-mêmes, faiblement organisés. Et Jean-Luc Mélenchon, au moins jusqu'à ces derniers mois, s'était plus constitué comme une forteresse assiégée que comme un grand mouvement très ouvert. Donc, qui aujourd'hui peut prendre le leadership sur la préparation culturelle, politique, citoyenne des temps qui viennent? Ce sont aussi des organisations non gouvernementales, des syndicats, des associations. Et je me réjouis de ce point de vue-là, et c'est plus important encore que le Festival des idées, que le pacte pouvoir de vivre qui réunit notamment Laurent Berger, la CFDT, Nicolas Hulot, Oxfam, et ce consortium d'organisations avec la CGT, Oxfam, etc., et décidé de travailler ensemble et se voit bientôt. Donc ça peut être une excellente nouvelle, parce que la fonction de préparation des idées, préparation des esprits, des programmes, elle peut se jouer là. Rien ne serait pire que de confectionner à la hâte autour de tel ou tel candidat, on l'a vu d'ailleurs en 2017, un programme qui pourrait avoir d'excellentes idées. Le revenu universel de Benoît Hamon était une idée qu'il fallait évidemment approfondir. Je ne suis pas d'ailleurs d'accord sur tout, mais peu importe. Mais on n'amène pas des idées qui ont cette force détonante à 3 mois d'une élection présidentielle. Donc c'est maintenant. Et c'est donc l'urgence. Et donc le message de la charité, c'était un message de rassemblement, avec aussi quand même un sentiment d'urgence grave qu'il faut quand même avoir en tête en cette rentrée. Pas seulement parce qu'il y a des difficultés sociales, et on va les mesurer très vite là dans quelques semaines, mais aussi parce qu'il y a un compte à rebours qui est redoutable et qui est engagé et qui peut totalement nous broyer. Tu évoquais la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Justement, il vient de dire, lui, il a déclaré qu'il se sentait une vocation de candidat commun. Il dit d'ailleurs que le programme, il existe, c'est l'avenir en commun, il a été fait avec des citoyens. Il peut être un candidat de consensus, Jean-Luc Mélenchon ? La question est plus de savoir si nous décidons collectivement, très largement, de créer les conditions d'une candidature commune. Donc, à ce stade, ni Jean-Luc Mélenchon, ni d'autres d'ailleurs, n'ont vocation à s'autoproclamer. Qu'ils déclarent leurs intentions est tout à fait légitime. Et d'autres le feront, n'en doute pas, dans les mois qui viennent. Et donc, nous serons, je pense, très nombreux. Il faudrait qu'il y ait d'ailleurs des centaines de milliers de citoyens, des millions peut-être, qui, dans un cadre à créer, puissent examiner ces candidatures. Alors, je ne suis pas en train de réinventer la primaire, mais il va bien falloir trouver une façon d'avancer vers la candidature. Et ce serait la moins mauvaise, la primaire ? C'en est une. Il faut peut-être en inventer d'autres. Il y a un énorme défi d'invention politique et démocratique là autour de cette question. Comment, quand les partis sont faibles ou pas totalement légitimes, on peut
créer une adhésion derrière une candidature commune. Voilà, je n'ai pas la réponse miracle. Voilà, ça n'était pas d'ailleurs à l'ordre du jour de la Charité-sur-Loire. Tu disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être unitaire pour porter un projet politique. L'enjeu, c'est d'abord le projet politique. Le Festival des idées a permis de faire émerger justement des idées nouvelles, donner la parole à des chercheurs pour présenter leurs travaux. Il y a des points d'accord évidents parmi les participants, beaucoup même, mais on a vu aussi des désaccords profonds, parfois des lignes de fracture très importantes à gauche. Je pense à la question de la dette, entre ceux qui veulent annuler la dette et ceux qui ne sont pas favorables, la question de l'Europe, la question de la laïcité ou même de la République. Est-ce que ces désaccords sont insurmontables ? Non, ils ne sont pas insurmontables dès lors que on fait un patient travail de rapprochement et la construction d'une coalition qui appelle forcément des accords et peut-être des compromis. L'exemple le plus récent, c'est la façon dont, au sein du Parti démocrate, Bernie Sanders et Joe Biden ont réussi avec un dispositif démocratique et avec leurs experts, avec aussi le regard des citoyens, avec des mouvements sociaux très attentifs à cette construction programmatique, ils ont réussi à rapprocher les points de vue. Donc si Biden et Sanders ont réussi à le faire, est-ce que c'est impossible dans le débat public français, entre les gauches, les écologistes, les mouvements citoyens et la société civile organisée, de le faire? Donc si j'avais à désigner trois façons d'agir là dans cette rentrée, le festival nous a éclairé aussi sur ce point parce que beaucoup d'acteurs étaient là et c'était l'un des débats au fond. Comment faire pour que l'on sache fabriquer ensemble un programme d'intérêt général, un programme de gouvernement, pas seulement un programme d'élection présidentielle, mais le programme d'une belle coalition. Je l'ai dit, des initiatives programmatiques du côté des syndicats et des ONG. Très important, ça chemine. Des initiatives citoyennes qui ont germé, qui ont prospéré. C'était un bénéfice parallèle pendant la période de confinement parce qu'il y avait la possibilité, grâce aux plateformes de visioconférence, de réunir des acteurs qui souvent cheminent de façon parallèle sans jamais vraiment se rencontrer. Donc ces initiatives, elles sont en train de se consolider. Et puis, il faut aussi que depuis les partis politiques, des responsables, des militants, des experts travaillent ensemble sur les 5 ou 6 grands chantiers, ceux qui fâchent ou ceux qui fédèrent. On n'est pas obligé de se concentrer d'ailleurs uniquement sur ceux qui fâchent, mais moi je ne doute pas que sur beaucoup de ces questions, dès lors qu'on bannit la polémique, qu'on bannit ceux des plateaux médiatiques qui exacerbent les conflits parce que c'est leur modèle économique. Je suis persuadé que sur beaucoup de ces sujets, on peut progresser ensemble. Ça demande évidemment un travail d'orfèvre, ça demande beaucoup d'engagement, de sérieux, de profondeur commune, d'intelligence collective, mais ça n'est pas hors de portée. Et donc ça fait partie, ce troisième pilier, que j'appelle le groupe de contact, d'une certaine façon, qu'il faut construire entre les organisations politiques, je le crois possible. Et évidemment, c'est une hypothèse que nous avons beaucoup testée en marge du Festival des idées. Dans ce que j'entends, tu dis qu'il va falloir des compromis à gauche, notamment sur des questions qui sont des questions qui font pas accord et consensus. Est-ce que c'est pas ça qu'a tué la gauche, une partie, c'est-à-dire le compromis, conduire des politiques tièdes, aller sur le terrain de la droite aussi, parfois sur la question économique, je pense. D'abord, je déconseille à quiconque à gauche de nous tirer sur le terrain de la droite. On a vu que quand la gauche allait sur le terrain de la droite, elle perdait non seulement son âme, mais elle perdait quand même massivement le soutien populaire et le soutien de son électorat. Donc peut-être cette hypothèse n'est pas irréversible. Et donc il faut des compromis offensifs. Ce qui a tué le quinquennat précédent, c'est l'absence d'ambition de transformation sociale. C'est sans doute d'avoir cédé à l'infléchissement libéral, comme le dit Lionel Jospin, mais c'est d'abord et avant tout, très tôt, dès le lendemain de l'élection, c'est l'abandon d'une ambition transformatrice. Alors,
on était à ce moment-là plus évidemment sur le terrain social et économique, moins sur le terrain écologique, même si la préparation de la COP21 est intervenue rapidement. Probablement à ce moment-là, la prise de conscience de la crise climatique était moins forte. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend d'un programme de gouvernement qui serait construit par les écologistes et les gauches, avec évidemment beaucoup d'acteurs de la société, c'est cette ambition de transformation. Et la question de la transition écologique est évidemment au premier rang de ces ambitions. J'ai une dernière question, Christian. Dans un an, tout pile, on sera à 9 mois de l'élection présidentielle. D'abord, est-ce que tu nous confirmes qu'il y aura une 3e édition du Festival des idées? Et surtout, à quoi elle devra servir cette édition? Il y aura, si l'équipe bénévole du Festival des idées s'en donne les moyens, il y aura une 3e édition et nous l'avons déjà annoncé hier avec Guillaume Duval à la Charité-sur-Loire. J'aimerais qu'à ce moment-là, la question de la candidature commune soit tranchée. Et que nous soyons dans un moment où le festival puisse justement jouer pleinement son rôle, qui est son identité de point de contact entre les citoyens et les forces politiques. Et peut-être la candidate ou le candidat que ces forces politiques auront décidé de soutenir. Il faudrait que d'ici la prochaine session du Festival des idées, le candidat commun ait été désigné. L'été prochain. Oui, parce que, encore une fois, c'est un compte à rebours, l'élection présidentielle de la Ve République. Et si... Le festival sera la rampe de lancement de la campagne. Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais s'il n'y avait pas de candidature commune, on pourrait imaginer que ce soit un moment de débat. Sans buzz, sans petites phrases, sans polémique, dans l'esprit de cet événement. Ça peut être aussi un moment de débat entre plusieurs candidats si la candidature commune n'a pas encore été construite. Mais franchement, si nous pouvons d'ici l'été prochain y parvenir, je pense que nous aurons rendu service au pays. Merci beaucoup, Christian. Merci.